L'année 1941 débute sous de mauvais auspices pour l'armée italienne. Elle est engagée sur de nombreux fronts. Sa guerre menée contre la Grèce depuis octobre 1940 est un fiasco. En avril 1941, c'est toute l'Afrique orientale qui capitule. Et la Libye, la plus précieuse des colonies italiennes, est désormais menacée par les Britanniques qui, en février 1941, ont progressé jusqu'à El Algheila. Dans ce contexte de désastre militaire, la situation des blindés italiens est tout aussi critique. Durant l'année 1940, les maigres forces de blindés moyens dont disposait l'Italie ont connu leur baptême du feu, mais ont vu 65% de leurs effectifs détruits. Et de façon globale, qu'ils soient moyens ou qu'ils soient légers, les blindés italiens ont fait preuve de leur insuffisance numérique et qualitative. Il s'agit donc pour le Commando Supremo, en cette début d'année 1941, de proposer de bien meilleurs chars, de remplacer les pertes, mais aussi d'augmenter les effectifs qui permettront de ne pas perdre la dernière colonie italienne. Nous l'avions vu précédemment, en ce début 1941, la majorité des forces blindées italiennes est encore constituée de ces tankettes L335, qui malgré une version améliorée L338, avec une meilleure motorisation et un renforcement du blindage, s'est montré totalement inefficient lors des combats en Afrique du Nord. S'il en reste encore 187 en Libye en novembre 1941, elles commencent à être retirées du service en première ligne, si bien qu'en janvier 1942, il n'y en a plus une seule sur ce front. Elles sont dès lors reléguées aux missions de police et antipartisanes dans les Balkans. Conscient de l'obsolescence de leurs tankettes depuis la guerre d'Espagne, l'armée italienne développe dès 1936 un nouveau char léger destiné à la remplacer. Le châssis du L3 ayant atteint les limites possibles de son développement, celui-ci est redessiné, plus haut et surtout doté cette fois-ci d'une tourelle, celle de l'Autoblinda AB41, armée d'un canon de 20 mm. Ainsi naît le L640. Le problème est que la production de ces tourelles étant insuffisante et affectée en priorité à l'Autoblinda, même si Fiat et Ansaldo achèvent son prototype en 1940, le L640 n'est produit que l'année suivante et entre en service seulement à la fin 1941. Ce nouveau blindé léger va équiper des formations de reconnaissance affectées à diverses unités. Le L640 va connaître son baptême du feu en Grèce en avril 1941. C'est un char qui est relativement efficace en tant qu'élément de reconnaissance. Le problème, c'est que, faute de char moyen, il est rapidement utilisé par les Italiens comme un char de combat, un rôle pour lequel il n'a pas été conçu, et dans lequel il s'avère obsolète car son canon et son blindage est bien trop faible, notamment face aux chars russes, puisque ce char L640 va être fortement utilisé en Russie. Mais la grande attente de l'armée de terre italienne, l'Esercito, c'est l'arrivée d'un char lourd dans ses rangs. Ce projet d'un char lourd est sur la table depuis 1938, mais c'est seulement en août 1940, après la campagne de France, que Mussolini ordonne son développement. Alors c'est Ansaldo qui s'y colle et qui, sur la base du châssis du M1340, sort un prototype au milieu de l'année 1941. Mais à la suite de l'observation d'un T-34 capturé en Russie, il a été décidé de revoir le prototype et de redessiner le châssis avec un blindage beaucoup plus incliné comme celui du T-34. Les Allemands en feront de même d'ailleurs, ce qui aboutira au Panther. Ansaldo achève son nouveau prototype en juillet 1942, quand même 2 mois avant celui du Panther, nommé P40 car il a été commissionné en 1940, équipé d'un canon de 75 avec un poids total de 25 tonnes. Mais l'usine qui devait la produire, l'usine SPA qui est située à Turin, a été bombardée en novembre 1942. Ce qui fait que ce n'est pas durant cette année que les Italiens vont voir un char lourd équiper leurs unités blindées. Si bien que, faute de mieux, eh bien les Italiens vont devoir se contenter du char moyen M1340 qui va subir des améliorations régulières et qui va donner lieu à plusieurs versions. Au M1314 vont succéder 2 autres versions.
La première, c'est le M1441, qui est produit à partir d'août 1941 et qui représente une amélioration de la motorisation et de capacité de stockage du M1340. La deuxième version, c'est le M1542, qui comme son nom l'indique pesait 15 tonnes et produit à partir d'août 1942. Alors lui, c'est une amélioration du canon, qui pouvait enfin tirer des charges creuses, mais dont le développement va retarder fortement celle du nouveau char. Mais la branche des blindés qui dans cette période va connaître le plus de progrès et dont la croissance effective va devenir une tendance parmi les forces italiennes, tout comme dans l'armée allemande d'ailleurs, c'est celle des canons automoteurs. Semovente en italien, ou Semoventi quand c'est au pluriel. Des canons d'assaut que les hommes de Mussolini ont commencé à concevoir en 1940, après avoir vu en action en France les Sturmgeschütz allemands. C'est d'ailleurs durant cette année qu'Ansaldo présente un prototype de chasseur de chars à partir d'un châssis d'une tanquette L3 servant de plateforme à un canon de 47 mm. Alors bon, par contre, c'est un prototype qui a été immédiatement rejeté par le Regio Esercito, car sa petitesse empêchait l'ajout de protection, ce qui faisait que malgré l'ajout d'un bouclier frontal, son équipage était exposé au feu des armes légères. Et de toute façon, la tanquette a été jugée trop faible pour servir de base à ce canon anti-char. En revanche, il se trouve qu'au même moment, il existait un surplus de châssis du nouveau char léger plus puissant que son prédécesseur, le L640. Ainsi naît le canon d'assaut L40, qui, présenté en 1941, commandé à 280 exemplaires et produit par le groupe Fiat Spa à Turin, constitue le véritable premier canon d'assaut italien. Alors ces Semoventi vont constituer une grande partie des forces blindées italiennes envoyées en Russie. En effet, Mussolini, en suivant sa logique de prestige qui consiste à être présent partout aux côtés des Allemands, décide en juillet 1941 d'envoyer un corps d'armée italien en Russie. C'est le CSIR, qui comportait dans ses rangs 61 tanquettes L335. Un an plus tard, Mussolini décide d'accroître cette aide et le CSIR devient l'Armir, c'est-à-dire carrément une armée qui va comporter dans ses rangs une composante blindée constituée de 31 chars L640 et de ses fameux 19 canons automoteurs L640. Le problème, c'est qu'en 1942, ces Semoventi vont devoir faire face à des chars assez lourds, que ce soit le T-34 ou le KV-1. Et très vite, le canon anti-char du Semoventi va se révéler incapable de percer les blindages lourds des T-34 et des KV-1. C'est pourquoi l'armée italienne développe un nouveau Semovente, mais cette fois-ci armé d'un canon bien plus puissant, l'obusier de 75-18, monté sur un châssis d'un char moyen existant déjà, celui du M1340. Le prototype est achevé en février 1941 et va donner lieu à une production de 412 exemplaires qui vont utiliser successivement les trois châssis de chars moyens italiens, c'est-à-dire d'abord en M1340, puis ensuite en M1441 et pour finir en M1542. Ce canon d'assaut a tous les défauts de ses qualités. C'est un blindé sans tourelle, petit, bas, sa surface pouvant faire office de cible est donc moindre. Mais la petitesse de son compartiment fait que son équipage était limité à 3 personnes, et le commandant devait à la fois être le viseur et le tireur. De plus, le tir devait systématiquement se faire compartiment ouvert pour éviter l'enfumage. Enfin, pour pouvoir suivre l'évolution du calibre des canons utilisés au cours des années 1941 et 1942, les Allemands utilisent par exemple le canon de 88, les Italiens décident d'employer leur propre canon antiaérien de 90 mm. Problème, à ce moment-là, ils n'ont aucun char à leur portée dont la structure serait capable de supporter le poids de ce canon. Ils vont donc quand même utiliser un châssis du char moyen M41, mais qu'ils vont devoir modifier. Par exemple, le châssis va être rabaissé, le moteur va être placé dans une position centrale, et le canon à l'arrière pour pas déstabiliser la structure du char, ce qui ne laisse aucune chance à l'installation d'une tourelle, mais seulement d'un bouclier frontal dont la protection sera bien trop faible pour protéger son équipage. Et surtout, le peu de place qui reste fait que le nombre de munitions qui est transportable est très réduit, à peine 6 obus, ce qui fait qu'un autre blindé doit être systématiquement présent à côté de ce canon d'assaut pour pouvoir l'approvisionner régulièrement. Et c'est la raison pour laquelle ce Semovente 9053 n'a été produit qu'à 30 exemplaires dans l'année 1942. Avoir de nouveaux types de blindés, c'est bien, mais encore faudrait-il les construire en nombre suffisant. Et c'est là tout le problème de l'Italie, dont la production était assez faible. En effet, ces usines ont produit durant la Seconde Guerre mondiale un peu plus de 3000 blindés en tout genre.
C'est beaucoup moins que les 24 000 de l'Allemagne, des 25 000 britanniques, et je ne parle même pas des 100 000 Russes et 130 000 Américains. Alors certes, la guerre fut plus courte pour l'Italie, 39 mois, de juin 1940 à septembre 1943. Mais si on prend l'année 1941 comme référence, on se rend compte très vite de l'infériorité productive de l'Italie. Sa production y dépasse péniblement les 1000 chars, là où les Allemands en produisaient déjà plus de 9000. Or, en 1939, l'Italie, ce n'est pas la Pologne, c'est l'une des grandes puissances industrielles du monde. Il me faut donc vous expliquer ce qui n'allait pas dans cette industrie italienne. D'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que produire un char n'est pas une chose aisée. Un char, ça correspond, pendant la Seconde Guerre mondiale, en moyenne, de 7 à 10 000 pièces. Des pièces qu'il faut avant tout concevoir, et ensuite qu'il faut produire et assembler. Ce qui implique des usines, ainsi qu'une main-d'œuvre et une méthode de travail. Et cela nécessite également des matières premières. Alors maintenant, reprenons tous ces points, mais à travers le prisme italien. Et pour cela, je vais m'appuyer sur deux gros ouvrages. Le premier, c'est la mécanisation de l'armée italienne jusqu'en 1943, publié en 1994, qui est vraiment un pur bijou parce que c'est vraiment l'ouvrage le plus complet que j'ai vu sur ce sujet. Alors, il est en italien, mais bon, vous avez compris, Google Translate a été mon ami pour cette vidéo. Je m'appuie également sur une monographie d'Alain Deverbe sur Ansaldo, publiée en 2017 à titre posthume. Alors je dis bien à titre posthume parce que Deverbe devait passer sa thèse de doctorat d'État sur ce sujet, mais il est mort avant en 2015. Alors ce qui concerne la conception, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que durant la Seconde Guerre mondiale, il existait deux systèmes. Le premier, c'est lorsque c'est à un organisme technique que l'armée confie la mission de concevoir des chars en fonction d'un cahier des charges édité par l'état-major, et lorsque le modèle développé est approuvé par l'armée, sa production est confiée à une ou plusieurs sociétés, qui ne peuvent que suggérer des modifications pour faciliter la production. Ce système, c'est celui des États-Unis et des Britanniques. Il a un avantage, c'est la standardisation. Mais par contre, il tue l'initiative face à l'innovation. L'autre système, qui est celui de l'Allemagne et de la France, était de laisser faire la concurrence entre projets proposés par plusieurs entreprises, ne restant plus à l'armée qu'à choisir celui qu'elle considérait comme le meilleur. Mais ce système a mené malheureusement des entreprises à se disperser en présentant plusieurs projets pour chaque catégorie. Plusieurs usines qui perdaient donc des ressources à présenter un projet qui ne serait pas forcément retenu. Et parfois, des États, utilisant ce système, pour ne pas mettre en difficulté telle ou telle société, allaient accepter plusieurs projets, ce qui a amené malheureusement à la coexistence de plusieurs types de chars et aussi du coup à des problèmes logistiques, notamment au niveau des pièces de rechange. L'Italie est en quelque sorte entre les deux car seules deux sociétés vont participer à la production de chars dans l'Italie fasciste, Ansaldo et Fiat. Des sociétés toutes deux fondées au 19e siècle, mais Fiat, qui est déjà engagée dans la construction d'avions, participe plus qu'elle ne conçoit, ce rôle étant plutôt assumé par Ansaldo. Or, cette société, autrefois spécialisée dans le ferroviaire, est désormais détenue par l'État qui l'a achetée après la crise des années 30 et qui l'a convertie dans la production de guerre. Alors, après son intervention en Éthiopie en 1935, l'Italie a été l'objet de sanctions de la communauté internationale et pour ne plus dépendre de l'extérieur, Mussolini a donc ordonné une autarcie économique du pays. Ansaldo et Fiat se sont donc retrouvés à l'abri de toute concurrence étrangère. Mais cette situation monopoliste a des effets pervers car le confort de la situation ne pousse pas à la progression. De plus, si on en croit cet ouvrage, la dépendance vis-à-vis de l'État ont fragilisé le dynamisme des chercheurs d'Ansaldo et leur inventivité dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Les chercheurs n'ont pas été non plus pleinement mobilisés par Mussolini, qui pensait que de toute façon la guerre allait être courte et qui ne pouvait pas se permettre de décréter une mobilisation générale pour garder une certaine conciliation avec la population. Enfin, les chercheurs ont sans cesse dû faire face au manque de décision de l'État et d'objectifs clairs. Et c'est là tout le problème. Les Italiens mettent trop de temps à innover. Si bien qu'entre le début de la recherche et l'application concrète sur le char, les délais sont tels qu'une fois le char sorti des chaînes, il est déjà dépassé par ses homologues adverses. Lorsque les Allemands commencèrent en 1942 à armer leur Panzer IV du canon de 75 mm et à étudier le Tigre avec le 88, les Italiens étaient encore à proposer des canons de 57. Et deux exemples sont évocateurs.
Le P-26, développé depuis 1940, avec un canon court au début, mais lorsque le premier prototype est achevé, finalement on décide de lui apporter des innovations rencontrées chez les adversaires entre-temps, un blindage plus incliné, et puis comme le temps que le nouveau prototype s'achève, le calibre des canons augmente, donc on décide de lui adjoindre finalement un canon de 75 long, mais ça retarde encore le projet. Si bien qu'une fois sorti, il est dépassé par le Panther, qu'il voulait pourtant prendre comme modèle. Un autre projet, mort-né celui-là, c'est le Célere Sahariano, le M1643. Un char moyen développé pour contrer les chars Crusader anglais qui étaient plus rapides et mieux armés. Pour augmenter les vitesses de leur propre modèle, les développeurs italiens ont tenté d'utiliser un moteur d'avion et ont remplacé la suspension classique à lame par une suspension Christie. Mais le projet a été annulé car le temps que ce char soit développé, l'Italie a eu le temps de perdre toutes ses colonies en Afrique, si bien que le besoin d'un char rapide pour la guerre du désert devient inutile, et surtout, le développement en parallèle du P-26 aurait fait peser une pression trop lourde sur une base industrielle trop étroite. L'Italie a donc été vaincue à une course de vitesse dans la recherche et le développement. L'autre gros problème de l'Italie en ce qui concerne la production de chars, c'est que celle-ci était hyper concentrée et à plusieurs points de vue. D'un point de vue économique, comme vous le savez désormais, seules 2 sociétés ont participé à la production de chars en Italie, Ansaldo et Fiat. C'est donc une base industrielle bien plus étroite que celle qui existait en Allemagne, où le nombre de sociétés participantes était bien plus large. Niedersachsen, Henschel, MAN, Daimler-Benz, MIAG, le groupe Krupp et j'en passe. Cette hyperconcentration était également géographique, puisque toutes les entreprises d'Ansaldo étaient situées à Gênes et celles de Fiat à Turin. Alors j'ai réussi à identifier 5 entreprises. Le principal centre de production de chars était l'usine de Fossati qui appartenait à Ansaldo, dont la capacité de production mensuelle en 1939 était estimée à 22 chars moyens, 20 tankettes et 20 autres blindés en tout genre. Il y a également l'usine de Pozzuoli qui appartenait à Ansaldo, mais celle-ci n'a été achevée qu'en juillet 1943. En ce qui concerne Fiat, il y a l'usine historique du Corso Dante qui est située dans le cœur de Turin, l'usine plus moderne du Lingotto. Par contre, pour ce qui concerne ces 2 dernières, je n'ai pas réussi à trouver la preuve qu'elles produisaient des chars. Par contre, l'usine Fiat de Mirafiori, qui a été achevée en 1939, elle est clairement impliquée dans cette production. L'ensemble des capacités de production dans ce domaine était donc concentré dans le nord-ouest de l'Italie. Et cette concentration était d'autant plus forte que d'un point de vue économique, le pouvoir fasciste a favorisé la très grande entreprise, aux dépens des petites et moyennes. Si bien que, au contraire des Allemands qui, eux, organisaient leur production en ce qu'ils appelaient le ring, en ring, associant grandes entreprises et sous-traitants, Ansaldo et Fiat vont produire eux-mêmes tout de A à Z. Et cette étroitesse de la base industrielle va avoir de sérieuses conséquences car lorsque l'on veut passer d'une production d'un modèle à un autre, il faut réorganiser la chaîne, échanger des machines-outils ou les régler, ce qui signifie un arrêt de la production et l'absence de livraison sur le front pendant un certain temps. Lorsque le nombre de sociétés impliquées est assez grand, comme c'est le cas de l'Allemagne, cela permet une certaine souplesse. Si une société s'arrête, c'est pas grave, l'autre continue de produire le même char. Mais comme la base industrielle de l'Italie est beaucoup plus étroite, le passage d'un modèle à un autre a un impact énorme sur la production. Et c'est ainsi qu'on voit très bien dans quelle mesure l'introduction du M41 en août 1941 a affecté la production mensuelle. On passe de 90 chars en juin 1941 à 75 en juillet et on descend à 31 en août avant de remonter à 101 en septembre et à 93 en octobre. Si bien que l'armée préférait parfois continuer à produire des chars obsolètes plutôt que de se voir affectée dans la livraison en termes numériques. Il est souvent dit par exemple qu'il a été dommage que l'Italie n'a pas cessé sa production de chars moyens, qui n'étaient pas à la hauteur clairement, au profit de leur automoteur bien meilleur. Bon, à l'origine, les canons automoteurs ont été élaborés seulement en tant que simple support des chars M. Ils ont donc été commandés en quantité limitée pour pouvoir équiper un nombre tout aussi limité d'unités d'artillerie blindée. Mais le résultat favorable obtenu en Libye au printemps 1942 ont conduit à une évolution de la doctrine au sein de l'armée, qui jusque-là n'avait considéré l'artillerie blindée que comme une amélioration de l'artillerie de campagne.
Mais c'est pourquoi les commandes de chars M15 en 1942 ont été considérablement réduites, de 715 à 220, et parallèlement celles des canons d'assaut ont fortement augmenté. Mais cette reconversion de la production était difficilement réalisable de façon immédiate dès 1942, car leur mise en place aurait mis plusieurs mois. Alors bon, le Royaume-Uni a eu les mêmes problèmes, hein. Ils ont fait de nombreuses tentatives pour réduire la production du Valentine et du Crusader pour accélérer le programme des Cromwell. Mais le problème propre à l'Italie, c'est la conjugaison avec le problème de la lenteur de la recherche, faisant que les chars étant dépassés déjà à leur sortie, il fallait passer de plus en plus vite au suivant, ce qui fait que la production des nouveaux modèles se faisait selon des séries de plus en plus petites. 710 M40, 695 M41 et plus que 220 M42. Autrement dit, aucune série n'a atteint le millier d'exemplaires, et parfois celle-ci se mesure à quelques dizaines, comme le Semovente 9053. L'autre problème, dont les effets sont décuplés par l'hyperconcentration, ce sont les bombardements d'usines, qui peuvent mettre hors jeu une grosse partie des capacités de production d'un coup. C'est le cas de l'usine Fossati, bombardée le 18 et 20 novembre et 10 décembre 1941. Presque la moitié de sa surface est sinistrée et une grande partie des machines-outils et de la production achevée et stockée est détruite. Mais, aussi hyper concentrée soit-elle, on est quand même étonné des faibles chiffres de la production. Si on reprend le meilleur chiffre de l'année 1941, 101 chars, ça fait à peine 3 chars par jour. À titre de comparaison, les Allemands produisaient déjà 130 chars par mois dès 1938. Cela s'explique par le fait que l'Italie, contrairement aux États-Unis et à l'Allemagne, n'est pas entrée pleinement dans l'âge du Fordisme. Alain de Verbe montre dans sa monographie que durant la Première Guerre mondiale, Ansaldo avait bien adopté les méthodes de travail fordistes, c'est-à-dire la production de grandes séries, des séries qui sont standardisées et où le travail est rationalisé. Mais à la sortie de cette guerre, il y a comme une sorte de retour en arrière, c'est-à-dire un retour à la production flexible de petites quantités. Et il explique le pourquoi de cette résistance aux formes de travail venant des États-Unis. La rationalisation du travail est perçue par les ouvriers italiens comme un déclassement qui les arrache à leur connaissance du métier, à leur autonomie, au profit d'une monotâche et d'un contrôle. Or, l'Italie a connu entre 1919 et 1920 2 années de guerre civile entre fascistes et communistes, ce que les Italiens appellent les Biennio Rosso, les 2 années rouges. Et ça a créé une peur de la révolte des ouvriers qui a paralysé par la suite toute initiative patronale, de peur de heurter frontalement les ouvriers. Donc la production de masse n'aura été qu'une parenthèse. Alors certes, l'usine Fossati, elle, a été bâtie selon les principes d'organisation fordiste, orientée pour une production de masse. Ce qui explique qu'avec une capacité d'une 60aine de blindés par mois, elle était le plus gros centre de production de l'Italie. Mais c'est la seule. De toute façon, il y avait un problème avec les machines-outils. Si la commande de production en série est élevée, alors une société aura plus d'appétence dans la possession de machines-outils spécialisées et la formation d'une main-d'œuvre, mais dans le cas de séries limitées, tout comme ça a été le cas à la fin de la guerre pour l'Italie, ceci devient moins rentable et donc la société va plutôt se réfugier vers des solutions de rechange, autrement dit des machines-outils polyvalents. Mais de toute façon, depuis les sanctions internationales de 1936 et la volonté autarcique de l'Italie fasciste, il y avait un manque cruel de machines-outils, si bien que parfois les méthodes de production se rapprochent plus de celui d'ateliers artisanaux que de la véritable production industrielle. Alors souvent, il y avait des retards dans la fourniture de composants, ce pouvait être le moteur, le système de visée, la radio ou l'optique, mais qui bloquaient tout le processus de production. C'est ainsi que Ansaldo, par exemple, a dû bloquer ou réduire temporairement sa cadence de production pour éviter l'engorgement de coques de char L. En effet, celle-ci devait être normalement équipée de la tour AB41, mais vous savez que ces tourelles AB41 étaient destinées prioritairement à l'auto-blinda. Mais c'est que par la suite qu'on a fourni ces tourelles au char L. L'Italie aurait eu beau jeu de multiplier le nombre d'entreprises ou d'appliquer des méthodes fordistes, cela n'aurait pas forcément servi à grand chose.
car le pays était limité par la pauvreté de ses ressources énergétiques, notamment en fer et en acier. Jusqu'en 1936, le pays dépendait de ses importations, mais les sanctions internationales et l'engagement sur la voie autarcique fait que désormais le pays doit compter sur ses seules ressources. Or, à part les mines de l'île d'Elbe et du bassin de Cogne, eh bien l'Italie ne possède pas grand-chose. C'est pourquoi, entre 1935 et 1936, la production d'acier avait déjà baissé de 10%, et en 1938, la consommation italienne d'acier par tête est la moitié de celle de la consommation française, le quart de la consommation anglaise et à peine le sixième de celle des États-Unis. Or, il faut jusqu'à 2 fois le poids en matières premières d'un char pour en obtenir un, la perte étant due aux différents procédés de production. Et là où l'Allemagne pouvait compter sur le fer suédois, c'est pas pour rien qu'elle envahit la Norvège pour s'assurer l'approvisionnement de cette matière première, l'Italie, elle, ne peut compter que sur elle-même. Alors bien sûr, l'Italie n'avait qu'à faire comme l'Allemagne, c'est-à-dire exploiter les matières premières des territoires conquis. Mais elle l'a fait, hein. Mais si on regarde bien la carte des zones d'occupation italiennes, essentiellement concentrées dans les Balkans, elles ne correspondent pas à des territoires riches en minerais. Quand les partages des zones d'occupation en Yougoslavie s'est fait avec les Allemands, ces derniers en fait se sont gardés les zones les plus intéressantes, avec notamment le gros des ressources de la Croatie. C'est pourquoi il aurait été impossible d'augmenter la production mensuelle au-delà des 150 unités. Et c'est pourquoi le projet proposé par Ansaldo en février 1940 de bâtir une 3e usine, celle de Pozzuoli, avec une capacité de 100 chars par mois, ne fut accepté qu'à grande peine qu'en octobre 1941, après avoir subi plusieurs refus de l'État. Et encore, elle fut autorisée uniquement que comme usine de réserve au cas où l'usine de Fossati aurait été endommagée. Alors, l'usine a été achevée en juillet 1943, donc il est évident qu'elle n'a rien produit, et de toute façon, même si elle l'aurait pu, cela n'aurait servi strictement à rien. À quoi bon avoir plus d'usines si de toute façon la fourniture en matières premières ne suit pas? Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques minutes sur le problème industriel italien. Bien, évidemment, tout ceci ne suffit pas. Et comme d'habitude, à chaque fois que ça va mal, c'est vers l'Allemagne que se tourne l'Italie. Cette aide allemande va prendre 3 formes. Tout d'abord, l'envoi de l'Africa Corse dirigé par Rommel, je n'irai pas dans les détails car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, la livraison de chars français parmi le stock capturé par les Allemands durant la campagne de France. Les Italiens avaient demandé 50 chars Renault B1 bis, 350 chars Renault R35 et 50 chars de la Semua S35, mais les Allemands ne vont répondre qu'à une partie de leur demande puisque durant l'année 1941 ne sera livré effectivement que 109 chars R35 et 33 S35, et aucun char B1 bis. Enfin, en juin 1941, les Allemands proposèrent même à Fiat la fabrication sous licence du Panzer III. Mais attention, une production d'un char qui serait non armé, c'est-à-dire que le canon devrait être fourni par les Allemands. Et ça n'a pas plu aux Italiens, parce que ça voudrait dire qu'ils deviendraient dépendants d'une autre nation pour leur propre production de guerre. De plus, ils étaient persuadés que de toute façon leur char moyen serait prêt dès 1942, soit en même temps qu'une éventuelle production sous licence du Panzer III, et que la production de leur propre char moyen serait moins chère et beaucoup plus facile que celle du Panzer III. Donc tout ceci fit échouer cette possibilité. C'est donc sur leur seule production nationale que devra s'appuyer l'Italie, une production de chars inférieure à la plupart de leurs adversaires, une production trop faible pour faire face à tous les fronts que Mussolini a multipliés, néanmoins une production suffisante pour équiper quelques nouvelles unités durant cette année 1941 et qui sont envoyées progressivement en Libye. En mars 1941, c'est toute la division blindée Ariete qui arrive à Tripoli avec 3 bataillons de chars légers et surtout le nouveau bataillon 7 équipé de 46 M1340 flambant neufs. En juin et en septembre, ce sont les bataillons 8 et 9 qui sont envoyés et qui sont immédiatement rattachés à cette division Ariete. En octobre, c'est le bataillon 52 qui est formé et qui est envoyé en tant que bataillon indépendant. Parallèlement, d'autres unités vont être créées et restent en formation en Italie en 1941. C'est le cas des 3 bataillons 10, 11 et 12, rattachés à la division Littorio, qui reçoit également le 556e et le 557e bataillon de Semoventi. C'est aussi le cas de la division Centauro, qui, avec son bataillon numéro 4, équipé de chars M1340, libéré par la fin de la guerre en Grèce en avril 1941, est rapatriée en Italie en juillet, où elle est réorganisée entre août et septembre.
À son bataillon numéro 4 s'ajoute le bataillon 51, créé à partir de ces deux bataillons de chars légers mais reconvertis en chars moyens, et qui se voit adjoindre également encore un nouveau bataillon, c'est le 13e. Alors jusqu'à présent, je n'ai parlé et représenté sur cette carte que les bataillons de chars moyens. Tout simplement parce que en ce qui concerne les chars légers, je l'ai dit tout à l'heure, durant l'année 1941, il va y avoir un retrait progressif des tankettes. Et ce qui va provoquer une disparition également progressive des bataillons de chars légers, en tout cas leur retrait des lignes principales. Mais en ce qui concerne les canons d'assaut, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a un manque cruel de standardisation. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre la structuration des différentes unités italiennes et c'est d'un compliqué. A titre d'exemple, les Semoventi 75-18 vont donner naissance progressivement à 14 groupes d'artillerie, chacun constitué de 2 batteries et totalisant 14 Semoventi. Des groupes d'artillerie qui vont être dispatchés dans les différentes divisions, mais les Semoventi vont aussi être affectés à des bataillons indépendants, mais également à des régiments de cavalerie. C'est encore plus compliqué pour les Semoventi L40. Et c'est là un autre problème de l'armée italienne. Outre le manque de standardisation qui va provoquer une dispersion des moyens. Cette dispersion, elle n'est pas seulement géographique, elle se fait aussi entre les différentes unités et entre les différentes armes. En effet, que ce soit la cavalerie, que ce soit l'infanterie, que ce soit les unités mécanisées ou l'artillerie, eh bien toutes ces armes vont se disputer le faible nombre de tanks qui va être produit. Le problème, et vous en êtes peut-être déjà rendu compte, c'est qu'il existe un énorme décalage entre la création de toutes ces unités blindées par le Commando Supremo et le nombre de chars sortant réellement des usines, qui arrivent déjà difficilement à combler les pertes en Afrique. Ce qui va avoir 2 conséquences. La première, c'est l'anémie des chars de rechange envoyés en Afrique, car la priorité est donnée aux unités en formation en Italie. Si bien que durant la seconde moitié de l'année 1941, seuls 134 chars vont être envoyés en Libye. Et encore, sur les 134, seuls 90 vont vraiment parvenir à Tripoli, puisque 44 vont finir dans le fond de la Méditerranée, coulés par les Alliés avec le convoi. La deuxième conséquence, c'est que malgré la priorité accordée aux unités blindées en formation en Italie, le nombre de chars reste toujours insuffisant pour pouvoir équiper les 2 divisions blindées. La Littorio a la priorité, si bien que pour la Centauro, le Commando Supremo n'a trouvé rien d'autre que de lui refourguer les chars français livrés par les Allemands durant l'année 1941. Ces chars français constituent 3 bataillons, le 101e et le 102e équipés des Renault R35 et le 200e du char Semua. Ces 3 bataillons étant désormais raccordés temporairement à la division Centauro. Malgré cette situation et ce décalage, l'état-major italien continue de nourrir des projets complètement fantasques, tels que créer 3 divisions blindées dans l'année 1942, ce qui aurait nécessité des centaines et des centaines de chars supplémentaires, mais que Ansaldo et Fiat est incapable de fournir. Néanmoins, malgré toutes ces difficultés, grâce à l'envoi de la division Ariete, la division Bélier, le parc des blindés italiens en Libye augmente peu à peu. 99 chars en juin, 141 en août et 192 en septembre. Ce qui va permettre à l'armée italienne de jouer un rôle non négligeable dans la contre-attaque de Rommel qui débute en mars 1941 et qui va projeter les forces de l'Axe jusqu'à la frontière égyptienne. Mais sans parvenir à s'emparer de Tobrouk, ce qui va être un problème parce que cette ville assiégée va faire l'objet de nombreuses attaques pendant des mois qui vont coûter très cher aux unités blindées italiennes. Par exemple, le bataillon 52 n'a plus que 19 de ses chars en novembre 1941. Les unités de l'Axe étant affaiblies, elles ne parviennent pas à repousser la contre-attaque des Britanniques qui débute le 18 novembre 1941 sous le nom d'opération Crusader, qui dégage à la fois Tobrouk, mais qui permettent également aux troupes anglaises d'atteindre El Agheila en janvier 1942. Et de nouveau, c'est l'hécatombe pour les forces blindées italiennes. La division Ariete, qui comptait encore 141 chars en novembre 1941, n'en dispose plus que de 20 le 17 décembre 1941 et 3 le 26 décembre. La division est même obligée de dissoudre son 9e bataillon. Si bien qu'en janvier 1942, l'ensemble du corps blindé italien, tout front confondu, ne compte plus que 586 chars moyens, 71 Semoventi et 304 chars L6.
Des chiffres qui pourraient être considérés comme étant non négligeables. Mais le problème, c'est qu'une grande partie de ces chars sont en fait ceux des unités qui sont encore en formation en Italie, le restant étant dispersé sur tous les fronts, que ce soit en Russie, en Albanie et en Libye, où il ne reste plus que 93 chars moyens. Heureusement, l'année 1942 débute pour les forces de l'Axe par une période d'accalmie qui va durer 5 mois, pendant lesquels l'armée italienne et ses usines vont fournir un ultime effort. Le front africain va cette fois-ci recevoir la priorité, si bien qu'à la place des 184 chars envoyés dans la deuxième moitié de l'année 1941, cette fois-ci c'est 696 chars qui vont être envoyés entre janvier et juin 1942. Alors que ce soit sous la forme de chars de rechange permettant de rééquiper les unités déjà présentes ou par l'envoi de nouvelles unités. C'est le cas de la division Littorio qui a enfin achevé sa constitution et qui débarque à Tripoli entre janvier et mars 1942. Sauf que, à peine arrivée, cette division va se faire littéralement cannibaliser. Elle est obligée de céder son 10e bataillon à la division Ariete pour pouvoir remplacer son 9e bataillon dissous. Son 11e bataillon, elle doit le verser à la division motorisée Trieste. Quant à son 12e bataillon, eh bien tous ses chars finissent dans le fond de la Méditerranée puisqu'une partie du convoi a été coulée. Alors pour éviter que la division se retrouve totalement à poil, on décide de lui verser le 4e et le 51e bataillon de la division Centauro, dont la formation prend trop de temps, donc du coup autant l'envoyer à celle qui est déjà sur place. La division Ariete, pour combler ses pertes, absorbe également le bataillon 52, ainsi que 2 nouveaux bataillons de Semoventi, le bataillon 61 et 62. L'effort de la production des usines italiennes, ainsi que cet effort de réorganisation et la priorisation du front africain, va permettre d'augmenter considérablement le nombre de blindés présents en Libye. Si au 1er mars, la division Ariete ne comptait que 101 chars et Littorio 66, en juin 1942, ces divisions vont compter respectivement 213 chars et canons d'assaut et 157, auxquels il faut ajouter le bataillon de la division Trieste qui compte 52 chars moyens. Enfin, l'armée italienne continue de créer des nouvelles unités blindées. En février 1942, c'est le 18e bataillon de chars moyens qui est mis sur pied. Juin 1942 représente donc l'apogée des forces blindées italiennes durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça tombe bien pour Rommel, car après la capitulation de la garnison britannique de Tobrouk le 21 juin, celui-ci lance son ultime offensive destinée à porter les forces germano-italiennes jusqu'à Alexandrie, afin de s'assurer le contrôle de l'Égypte et d'ouvrir les portes du Moyen-Orient. Néanmoins, si vous voulez savoir comment la bataille El Alamein va porter ces forces blindées italiennes de leur apogée jusqu'à leur crépuscule, je vous invite tout de suite à voir l'épisode numéro 3. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à la liker, à la partager et à la commenter. A tout de suite.